Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Dans le cadre du podcast Women on Board de Harvard Business Review, on a peu d'hommes qui viennent témoigner. C'est pour ça qu'aujourd'hui est un grand jour. Mon invité est diplômé de Sciences Po et de l'ENA, il est maire de Meaux depuis 1995. Il débute sa carrière à la Caisse des dépôts et consignations avant de rejoindre le cabinet de Roger Romani, ministre délégué aux relations avec le Sénat sous le gouvernement Balladur. Député de Seine-et-Marne de 95 à 97, puis de 2002 à 2017, il est successivement porte-parole du gouvernement, ministre délégué à l'Intérieur, puis ministre du Budget sous la présidence de Jacques Chirac. En 2007, il devient président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, puis président du parti UMP de 2011 à 2014. Avocat au barreau de Paris depuis 2007, spécialisé en droit des affaires, il exerce au sein du cabinet Everlaw & Tax. Jean-François Copé, bonjour et merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Bonjour. Alors bien sûr, on va évoquer avec vous déjà la loi Copé-Zimmermann, puisque c'est vrai qu'on a du mal encore à trouver des hommes qui parlent de cette question d'égalité, en particulier d'égalité dans le sein des boards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est réalisée cette loi Copé-Zimmermann et surtout votre envie d'arriver à ces questions d'égalité ? Bon, d'abord, moi j'ai toujours à titre personnel été très engagé sur la cause des femmes. D'abord parce que comme maire, j'ai été très vite confronté ici à Meaux à des sujets de violence conjugale. On en parle un peu plus aujourd'hui au niveau national, mais en fait ça fait des années et des années que dans le cadre de mes permanences hebdomadaires, un certain nombre de mes administrés femmes, parfois hommes, très rarement, mais enfin surtout femmes, sont amenées à me raconter des situations familiales très difficiles. Et j'avais la chance dans mon groupe d'avoir une de mes amies députées, qui était Marie-Jo Zimmermann, qui est à la fois une grande élue locale et parlementaire, qui était extrêmement engagée sur la cause des femmes, déléguée de notre assemblée sur ces questions de femmes, qui avait d'ailleurs, avec mon appui, obtenu une modification de la loi constitutionnelle, puisqu'on avait réformé la Constitution en 2008, et on avait exigé qu'une disposition ait trait aux droits des femmes, et qui est venu un jour me parler de cette question de la parité dans les conseils d'administration, en me disant, tu sais qu'il y a en tout et pour tout 8% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. On est en quelle date ? On est en 2009 à l'époque, hein. Donc j'ai halluciné, parce que je pensais pas que c'était aussi désastreux en fait. Et puis j'ai commencé à regarder la composition des conseils d'administration des grandes entreprises du CAC 40, et effectivement, j'ai vu d'abord que c'était toujours les mêmes noms d'hommes, qu'il n'y avait pratiquement pas de femmes. Bon. Et donc à ce moment-là, j'ai dit à Marie-Jo, écoute, je vais te dire, si tu veux qu'elle passe cette loi, parce que ça fait des années que j'essaie de la présenter comme proposition de loi, personne n'en veut. Je dis, si tu veux que ça marche, il faut qu'il y ait un homme avec toi, et il faut que ce soit un homme qui soit sûr que ça passe. Et comme je suis président du groupe parlementaire, je suis sûr que ça va passer, parce que je vais co-signer cette loi avec toi, et on va l'imposer en ordre du jour complémentaire, c'est-à-dire l'ordre du jour qui est parce qu'on a une fenêtre de tir toutes les semaines en tant que groupe parlementaire pour inscrire un texte à l'ordre du jour, complémentaire par opposition aux textes de loi qui sont d'initiative gouvernementale. Et donc c'est devenu cette proposition de loi Copé-Zimmermann qui doit tout à Marie-Jo Zimmermann et qui, moi, me doit une chose, c'est de l'avoir prise en main et de dire on l'inscrit et on la fera voter. Voilà. Vous imaginez pas les remarques machistes auxquelles j'ai eu droit en présentant cette loi. Parce qu'évidemment, il y a toute une phase de concertation.
Alors même que nous avions pris nos précautions en disant, là, on va pas le faire tout de suite, on le fait en 10 ans, progressivement, et on se dit qu'on atteint la parité, c'est-à-dire en gros une fourchette 40-60%, on peut être à 50 piles, d'ici 10 ans. Bon. Et alors c'était dingue parce que, alors j'ai mis une petite sanction quand même, parce que je me dis s'il n'y a pas de sanction, ça ne marchera pas, c'est que les délibérations du conseil d'administration seraient considérées comme nulles. Et dans les délibérations, il y a les rémunérations des jetons de présence des administrateurs. Donc ça a été d'une efficacité absolument redoutable. Mais vous n'imaginez pas ce que j'ai entendu, parce qu'en fait, vous faites, comme pour tout projet de loi ou proposition de loi, une concertation. Et donc j'ai reçu en délégation les associations représentant les entreprises. Et j'ai eu droit vraiment à tout. Il y en a un dont que j'oublierai jamais, qui m'a dit, écoute, vraiment, tu nous emmerde. Ça encore, ça va, on a l'habitude. Mais il dit, de toute façon, ça ne passera jamais parce que on a un problème de stock et on a un problème de flux. Là, j'ai vu que là, il y avait une vision quand même très industrielle du sujet. Et bon, j'ai expliqué qu'on allait régler le problème de flux et de stock. C'est comme dans les containers, quand on fait des importations, il y a du flux, du stock, voilà. Donc je dis, écoute, on va se préparer, tu verras que d'ici 10 ans, aussi bien le stock que le flux, on va faire ce qu'il faut, on va faire des formations, tout se passera très bien. Et puis, voilà, finalement, on y est arrivé. Tout le monde regardait ça avec un air assez méprisant côté masculin. J'ai eu des remarques surréalistes. J'ai eu une députée socialiste qui a dit que c'était un gadget. À l'époque, même, le secrétaire général de la CFDT était très contre, disant que ça servirait à rien. Enfin bref, tout le monde s'est fichu de nous. Et puis avec Marie-Jo, on a tenu. Puis, de toute façon, moi, j'avais aucun état d'âme. Je savais que ça marcherait. Et puis, du coup, ça a marché et on est devenu premier au monde. On a été le premier pays au monde à avoir la parité dans les conseils d'administration. Donc, ça a été une petite fierté. Parité dans les conseils d'administration, cependant on voit avec la loi Rixain que on a conseil d'administration, on a aussi la question de la gouvernance, avec tout ce qui va être COMEX. Donc aujourd'hui on a encore du travail à faire. Moi, ce qui me fascine dans cette loi, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la capacité qu'un homme puisse se tenir aux côtés d'une femme, lui rendre crédit en disant « mais c'est son idée, par contre je sais que pour que cette idée puisse passer, elle a besoin d'être appuyée par un homme qui a, d'une certaine manière, les clés pour pouvoir avancer ». Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est comme ça que les hommes doivent se tenir aux côtés des femmes ? Bon, d'abord, il y a toutes les manières de se tenir. Pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Moi, j'ai deux idées là-dessus qui sont très claires. La première, c'est que on mesure la modernité d'une société à la place que cette société réserve aux femmes. Voilà. Et plus on est dans ce respect de l'égalité des droits, plus on doit considérer que cette société s'est affranchie des préjugés machistes qui sont, de mon point de vue, les plus insupportables qui soient. Enfin, moi, j'ai toujours détesté le machisme et j'ai toujours considéré qu'en fait, c'était, qu'on le veuille ou non, une forme de racisme. Voilà. Les blagues sur les blondes m'ont jamais fait rire. Les allusions à deux balles sur les femmes conduisent moins bien que les hommes, ou je sais pas quoi, ça m'insupporte. Et en fait, pour moi, c'est aussi insupportable que les blagues contre les Noirs, contre les Juifs, contre je sais pas quoi. Ça procède du même ressort, qui est de dire on est toujours le barbare de quelqu'un. Voilà. Et donc là, s'ajoute à cela quelque chose d'ancestral qui a trait à la relation entre les hommes et les femmes depuis toujours, qui est cette espèce de sentiment de domination en fait. Et autant je suis très attentif à rappeler qu'un homme et une femme, ça n'est pas pareil. Donc tous les excès féministes me paraissent totalement dénués de sens et absurdes. Autant je pense que on doit militer pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Voilà. Et par exemple, je trouve insupportable que pour des fonctions comparables, il n'y ait pas le même salaire. Voilà. Et d'ailleurs, de ce point de vue, je note que le seul endroit où il y a l'égalité salariale, c'est dans la fonction publique. Parce que dans la fonction publique, vous êtes, par définition, vous occupez un poste sur la base d'une fonction d'un grade, et donc il n'y a absolument pas de sexisme. Bon, légalement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire parce que vous êtes une femme, vous allez toucher 10% de moins. Ça n'existe pas. C'est illégal. En revanche, dans le privé, tout le monde sait que c'est des pratiques courantes. Donc, moi, mon idée, c'est que, premier principe, on doit faire en sorte que la modernité d'une société soit mesurée à travers l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Et mon deuxième principe, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit les hommes qui s'en occupent. Voilà. Parce que, encore une fois, je pense que les hommes doivent être pleinement partie prenante de cet engagement,
au nom de l'idée que je me fais, justement, de la grandeur des hommes et de la hauteur de vue des hommes qui doivent se placer à la hauteur de vue des femmes. Voilà. Et que quand il y a une revendication des femmes par rapport à ces situations, eh bien, la moindre des choses, c'est, quand on est un homme et qu'on a du pouvoir, de l'entendre et de le respecter. Je vous prends un exemple très concret. La relation entre les hommes et les femmes au travail, c'est d'abord une question de vie quotidienne. Et cette question de la vie quotidienne, elle exige de la part des hommes, lorsqu'ils sont cadres, d'être très attentifs à la vie familiale de ses collaborateurs. Bon. Les hommes qui régulièrement foutent des réunions de service le mercredi après-midi, pour moi c'est un message. Voilà. Et c'est insupportable. Tout le monde sait que les femmes doivent pouvoir travailler, qu'elles doivent pouvoir faire des carrières et qu'elles doivent pouvoir le concilier plus encore que les hommes, tout le monde le sait, avec l'éducation de leurs enfants. Parce que, dans justement cet aspect de la nature humaine, eh bien, les femmes ont une relation avec leurs enfants. Ça n'enlève rien au fait que les hommes ont une relation très importante avec leurs enfants. Je sais quelque chose, mais il y a quelque chose de singulier entre une femme et ses enfants. Normalement, ça ne veut pas dire qu'il y a vous avez des femmes, des mères abandonniques, vous avez tous les genres, hein, mais vraiment, ça me paraît être un élément clé. Et donc, qu'une femme puisse bénéficier de son mercredi après-midi pour les enfants, ça me paraît être la moindre des choses si elle en a besoin, et c'est pas pour ça qu'elle n'est pas capable d'accomplir pleinement son parcours professionnel. Bon, je prends cet exemple, qui est un exemple qui fait couler beaucoup d'encre. Il devrait être naturel et normal. Il n'y a pas de sujet en réalité par rapport à ça. Je suis maire d'une grande ville avec une administration très importante. J'ai des cadres supérieurs hommes et femmes. Il va de soi que même quand une directrice me dit j'ai besoin d'être à 80%, je n'ai aucun problème avec ça. Et pour autant, si elle fait son travail comme le ferait un homme, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Donc c'est des sujets qui en réalité sont la meilleure manière de répondre à tout cela. Voilà. Alors, la gouvernance est dans les bornes. J'ai envie de dire, même chose que pour la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration. Il faut du temps, bien entendu. Vous décrétez pas que au COMEX d'une entreprise, vous nommez tout de suite une directrice des finances ou je ne sais quoi, peu importe le poste. Il faut de la formation, il faut des parcours, enfin tout ça doit avoir du sens. D'où l'intérêt de prendre un peu de temps pour le faire. Mais ça doit s'appliquer dans le même état d'esprit que la loi que nous avons mis en place avec Marie-Jo Zimmermann. Alors vous dites que c'est les hommes qui doivent porter aussi cette volonté d'égalité dans les conseils d'administration, ou même dans les COMEX. Comment faire ? C'est-à-dire que, bien sûr, on le sent au niveau de la gouvernance, au niveau du leader, au niveau du manager, mais est-ce qu'on doit nommer, entre guillemets, des ambassadeurs de l'égalité ? Est-ce qu'on doit nommer des responsables hommes ? On le voit, hein, généralement, en termes de parité, c'est plutôt les femmes qui sont représentatives. À mon avis, tout est bon. Faut faire développer tous les outils possibles. Ce qui est sûr, c'est que le rôle d'un patron d'entreprise et de son directeur ou de sa directrice des ressources humaines, c'est de faire de la programmation des ressources humaines. C'est-à-dire que c'est tout l'intérêt de ce type de loi. On vous dit pas de le faire pour la semaine prochaine. On vous dit, on vous donne 7 ans ou 10 ans. Bon. Donc, il appartient aux entreprises, comme elles l'ont fait pour leur conseil d'administration d'ailleurs, petit à petit, d'intégrer ce qui est une contrainte légale et d'en faire une force. Voilà. Et donc de faire un travail de repérage dans les équipes ou à l'extérieur des équipes de personnalités susceptibles demain de faire les choses. Voilà, je vois aujourd'hui le CAC 40, vous avez, je crois de mémoire, 3 entreprises du CAC 40 qui sont dirigées par des femmes. 4. Bon, autant vous dire qu'on est loin du compte. Bon, eh bien, il faut que ça ne recule pas ce chiffre. Il faut que petit à petit, on veille à ce que dans les entreprises, on pose bien toujours la question de s'assurer qu'il n'y a pas une femme qui peut faire le job. Et la plupart du temps, il y en a. Voilà, c'est déjà, comme vous le dites, essayer de trouver des femmes pour pouvoir créer en fait des bases de données pour les trouver. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il puisse y avoir un État, vous dites fonction publique, mais aujourd'hui au niveau du gouvernement, on sait bien qu'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes qui sont nommées. Donc ça, c'est aussi quelque chose. La parité est couramment respectée quand même. Si. Pour des raisons d'affichage, les premiers ministres et les présidents de la République ne veulent pas se faire reprocher cela. Donc assez régulièrement, les gouvernements sont paritaires maintenant. On le voit par exemple au niveau de la secrétaire d'État, pour tout ce qui est ministre de l'égalité, c'est redevenu une secrétaire d'État et puis ministre. Donc aujourd'hui, en termes oui, mais en termes de question d'égalité, ça veut dire quelque chose aussi. Non, pour bien connaître les structures gouvernementales, je pense que ce qui compte en réalité,
D'abord, c'est que les femmes ne s'occupent pas que d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est des vrais ministères aussi, parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'égalité des hommes et des femmes pour une femme. D'ailleurs, moi, j'adorerais qu'un jour ce soit un homme qui s'occupe de ça. Ça devrait. Voilà, bah oui, enfin ça devrait. En tout cas, ce serait une manière un peu audacieuse de dire, rappelons-nous que c'est aux hommes aussi de faire leur partie du trajet. Et puis deuxièmement, je pense que c'est très important que on banalise tout ça. Voilà, enfin, ça doit pas être un événement d'avoir un gouvernement paritaire. Et puis d'autre part, c'est pas parce qu'on est secrétaire d'État ou ministre délégué que ça change quelque chose. Ce qui compte, c'est les mesures qu'on prend. En termes de mentorat, vous parlez aussi de ces hommes qui doivent se déclarer pour l'égalité. En termes de mentorat, comment faire pour trouver le juste milieu ? On sait qu'il y a pas mal de mentors qui existent aujourd'hui, mais on remarque qu'il y a toujours un côté un peu paternaliste. On le voit lorsque c'est un homme qui est à la tête du conseil d'administration, qui fait rentrer une femme. Il va y avoir aussi tout un aspect très paternaliste qui se met en place. Qu'est-ce qu'on peut dire aux hommes pour essayer de faire en sorte de rester dans une relation plus juste dans la façon de pouvoir choisir les femmes qui font partie du conseil d'administration? D'abord, après, il faut être un peu dans la nuance. Les gens sont comme ils sont. Les caractères sont comme ils sont. Vous pouvez un peu toujours interpréter telle formule, telle manière d'être, comme paternaliste. D'autres vous diront que ça peut être aussi quelque chose d'amical et de bienveillant. Bon, faut pas non plus passer à l'excès inverse. Faut quand même aussi dire de la même manière que vous avez des femmes qui sont extrêmement antipathiques, qui sont très arrogantes et qui, comme comme des hommes, pourraient aussi travailler sur elles-mêmes. C'est la nature humaine, et tout ça c'est pas très grave en réalité. Ce qui compte, c'est que petit à petit, chacun prenne sa place dans l'écosystème et que tout ça soit banalisé. Voilà. Et je pense que on a de ce point de vue, heureusement, changé d'époque. Chacun doit se comporter comme il doit le faire. Et puis j'ai envie de vous dire, attention aux excès dans l'autre sens. Et il faut qu'on consacre quand même un moment de notre entretien à cela aussi. Parce qu'il y a aussi des excès dans le féminisme qui sont tout aussi mauvais pour l'équilibre d'une société que ce que j'évoquais tout à l'heure pour les excès de machisme. Alors, quand vous parliez des sanctions qui sont nécessaires pour pouvoir faire changer les mentalités, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des sanctions et quel type de sanctions en particulier au niveau COMEX? Parce que là aussi, c'est un peu un discours à double tranchant, à savoir il faut laisser le temps. Et donc le temps, ça suppose ne pas avoir de sanctions tout de suite. Mais par exemple, moi, je serais intéressée de savoir combien de conseils d'administration ont été sanctionnés avant que ça devienne banalisé, selon vous. Ah bah non, mais à partir du moment où la loi s'appliquait avec des seuils et des années, on savait qu'au bout de telle année, si c'était pas fait, les délibérations étaient nulles en droit et donc susceptibles de recours devant le tribunal. Donc ça, c'était très très basique, c'était blanc ou noir. Donc, ce que vous évoquez, c'est les sanctions par rapport à ce qui peut se passer dans les COMEX. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe du point de vue juridique si le COMEX ne devient pas paritaire au bout d'un certain nombre d'années? Bon, d'abord, il y a une chose qui est intéressante, on a instauré des baromètres. Et ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire qu'on a un certain nombre de critères sur lesquels on peut évaluer des exemples de différences salariales, de promotion, enfin, il y a toute une série de critères qui ont été mis en place et qui permettent de valider de noter les entreprises, comme on le fait aujourd'hui pour ce qu'on appelle les critères ESG, c'est-à-dire des critères environnementaux, sociaux, qui correspondent à l'éthique des entreprises, et qui peut avoir des conséquences sur, par exemple, leur accès au financement. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le marché du private equity, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui ont clairement identifié qu'elles restaient dans des critères de respect de l'ESG. Bon. Et donc, à ce titre, elles s'engagent vis-à-vis de leurs LP, leurs partenaires qui investissent dans le fonds, et donc, elles-mêmes n'investissent pas dans des entreprises qui ne respecteraient pas ces critères. Ça, je peux vous dire que pour le coup, c'est extrêmement contraignant. Donc, ce serait un label, quoi. Et donc, c'est un élément clé. Mais il y en a d'autres, mais celui-là en est un. Et puis, encore une fois, petit à petit, cela rentre dans les mœurs et aucune entreprise n'a envie dans ce domaine de se distinguer, au mauvais sens du terme, des autres. Donc, on voit bien le phénomène qui se met en place. Donc, si je comprends bien, on a un travail de mise en place de la parité qui devrait être porté par les hommes. On a des possibilités de sanctions avec toute la vitrine, j'allais dire, du label pour savoir si jamais on ne respecte pas, on a des pénalités financières. Vous, dans votre expérience en particulier au sein des conseils d'administration, comment est-ce qu'on recrute
des femmes, parce qu'on sait aussi que tout ce qui est conseil d'administration, voire COMEX, ce sont des choses qui sont extrêmement cooptées, c'est-à-dire qu'on ne fait travailler que parce qu'on a une recommandation. Donc comment est-ce qu'une femme aujourd'hui, on imagine, qui a toute l'expérience du monde, mais qui n'a pas les contacts, comment est-ce qu'on peut l'aider à faire en sorte de avoir une minimum de visibilité? Il faut qu'elle ait les contacts quand même. Là, il faut qu'elle se bouge aussi. Alors, ça veut dire quoi, se bouger? Se bouger, ça veut dire faire ce que les hommes font aussi les uns par rapport aux autres, c'est qu'ils se bougent. Parce qu'il faut pas se mentir, la concurrence à laquelle vous faites référence, elle existe aussi entre les hommes. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre d'hommes, pendant des années et des années, ont trusté les postes dans les boards? Eh ben, c'est tout simplement que ils n'étaient pas simplement compétents, ils étaient aussi débrouillards pour entrer dans les cercles de nommeurs. Bon, eh ben, il faut que les femmes fassent le même travail que les hommes pour se faire repérer à travers leurs compétences, mais aussi leur relationnel, leur carnet d'adresses, les lieux où il faut être. Ça c'est la vie, ça. Ça c'est la vie. Le rôle de la loi, c'est pas de dire je voudrais Madame Dupont plutôt que Madame Durand. C'est à Madame Dupont et à Madame Durand de faire ensuite, dès lors qu'elles ont la capacité d'être sélectionnables, puisqu'elles ont des places qui par définition leur seront attribuées, c'est à elles de se faire connaître. Parce que dans un dossier elles auront été efficaces, parce qu'elles auront été brillantes dans l'expression d'un livre, d'une émission de télévision. Enfin, je dis ça comme ça, je pourrais dire autre chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles se font connaître comme les hommes, pareil. C'est le fameux savoir-faire et le faire savoir, c'est ça? Par exemple, oui. Mais ça, pour le coup, ça n'a rien de choquant. Enfin, c'est aux femmes, j'ai envie de dire, de se débrouiller. Le rôle du législateur, c'est de créer les conditions. Après, à chacun de faire ce qu'il a à faire. Et vous pensez que essayer de donner un peu plus de transparence sur le procédé de recrutement ne serait pas intéressant également? Oui, enfin de transparence. De toute façon, comment ça marche? Le conseil d'administration se voit proposer des candidats. Bon, eh bien, il appartient c'est généralement les de candidats ou de candidats. Donc elles font connaître leur candidature. La plupart du temps, il y a des procédures de nomination avec des auditions, etc. C'est ça qui fait justement qu'on se fait connaître. Est-ce que vous auriez un exemple concret, justement, de mentorat, d'un homme par rapport à une femme dans une certaine entreprise qui aurait pu bien marcher? Est-ce que pour vous, il y aurait un rôle modèle dans un cadre privé comme public? Écoutez, c'est intéressant de regarder les procédures qui ont conduit à la nomination des femmes à la tête des entreprises du CAC 40. Vous avez par exemple la manière dont Antoine Frérot, patron emblématique de l'entreprise Veolia, a passé le relais à Estelle Brachlianoff. C'est intéressant de voir comment ils ont ensemble conçu leur tandem et comment petit à petit Antoine Frérot a pris le recul du président non exécutif pour laisser Estelle Brachlianoff prendre le relais. Alors après, moi je connais pas le fonctionnement de l'entreprise, j'en sais, mais en tout cas de l'extérieur, on voit un tandem qui se fait de manière assez harmonieuse. Dans un tout autre registre, à l'entreprise Orange, je vois comment Jacques Aschenbroich a pris ses fonctions de président non exécutif avec comme directrice générale Christelle Heidemann. Pareil, tout le monde dit mais ça va être terrible entre le caractère, le machin. Je sais pas. Enfin moi, ce que je vois, en tout cas de l'extérieur, là aussi, c'est plutôt un tandem assez harmonieux. Voilà. Donc encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être que ce que je vous dis n'est pas la réalité. En tout cas, ma perception de responsable public voyant de l'extérieur fonctionner le monde des entreprises françaises, c'est aussi mon rôle d'avoir ce regard et le regard de quelqu'un qui dit tiens, voilà des tandems hommes-femmes qui ont bien fonctionné. Alors, vous parlez de la formation des femmes, vous dites qu'il faut qu'elles se bougent. Est-ce que les hommes doivent se bouger aussi? Et est-ce qu'ils devraient avoir des formations spécifiques par rapport au fait de laisser la place, pouvoir être aux côtés des femmes, etc. Parce qu'aujourd'hui, non seulement les femmes, elles se forment, mais elles ont encore du mal à faire savoir, mais il faut encore qu'elles se bougent pour essayer d'accéder à la gouvernance. Les hommes, ils font quoi? À part essayer d'être à côté et puis de montrer leur bonne volonté en disant partout qu'ils aident, et puis derrière, il y a peut-être pas grand-chose. Donc moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des formations qui existent pour les hommes? Est-ce que cette masculinité positive que le docteur Mukwege décrit, elle existe, mais de façon structurée? Déjà, ça commence par l'éducation des parents, vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que ça devrait justement pas être l'État qui propose aujourd'hui des formations, ou même les entreprises? Il y a un moment où ça s'appelle la bonne éducation quand même. Les parents, ils sont là pour expliquer à leurs enfants, avant qu'ils grandissent, qu'ils doivent respecter l'autre. C'est le principe des valeurs. Bon. Après, une fois qu'on est grand, qu'on est adulte, il faut pas oublier les préceptes d'éducation quand même. Et donc c'est bien de se rappeler que respecter l'autre, c'est effectivement faire un petit peu attention à la manière dont on se comporte.
la plupart du temps, d'ailleurs, ceux qui se comportent mal dans tous les domaines. C'est pas, vous n'êtes pas sélectif dans votre comportement médiocre. Voilà, donc je pense que ça fait partie aussi de l'effet d'entraînement, parce que je pense qu'au bout d'un certain temps, un mauvais comportement génère forcément de la réprobation de l'entourage. Donc ça, c'est à un moment ou à un autre, ça se retourne contre son auteur. Très bien. Donc pour vous, c'est essentiellement l'éducation et il n'y a pas d'autre chose. Écoutez, je sais pas qu'il n'y a pas autre chose, mais enfin, il y a un moment où je me dis, il appartient à chacun de se comporter correctement. Très bien. Et que ceux qui se comportent mal, généralement se comportent mal dans tous les domaines. Très bien. Est-ce que aujourd'hui, vous avez une idée pour pouvoir améliorer, on va dire, l'égalité homme-femme au plus haut niveau? Là, on va sortir du contexte de l'entreprise ou même le contexte de tout ce qui va être gouvernance. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer aux hommes comme aux femmes pour essayer d'accéder à plus de parité, pour une meilleure entente? On le voit de toute façon au niveau de tout ce qui va être conflit. On trouve, et vous parlez de féminisme, on l'entend, mais on trouve quand même que tout ce qui va être guerre, tout ce qui va être conflit, c'est essentiellement basé sur des rivalités masculinistes. Alors on dit toujours qu'il y a les mères derrière qui poussent, on entend tout souvent aussi cette problématique-là. Aujourd'hui, où on est dans un monde qui évolue, mais qui reste encore très violent, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, dans le podcast, on a entendu plusieurs femmes. Vous êtes le premier homme à vous exprimer. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire dans la responsabilité en tant qu'homme d'avoir fait partie et d'avoir été le seul homme à faire partie d'une loi sur la parité? J'ai envie de vous dire d'abord que ça me donne une petite légitimité pour parler aussi des femmes et d'inviter les plus militantes d'entre elles à évaluer l'impact de leur militantisme et de voir ce qui a un effet positif de ce qui a un effet négatif. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche en permanence une société apaisée, parce que c'est ça le rôle d'un responsable politique, homme ou femme, c'est d'œuvrer, autant qu'il peut le faire, à créer les conditions d'une société apaisée. Une société apaisée, c'est une société où les uns et les autres se parlent, s'écoutent, se respectent. Pour ça, il faut qu'ils aient pas peur les uns des autres, donc il faut qu'ils se connaissent. Donc ça veut dire travailler beaucoup contre les préjugés, parfois ancestraux. Et il y en a beaucoup. Et ils sont parfois renforcés par les épreuves de la vie. Oui, bien sûr. L'enfance, je veux pas faire le psychanalyste, mais tout le monde sait que l'impact de son enfance a évidemment des conséquences énormes sur son comportement. Vous n'avez pas nécessairement le même psyché selon que vous avez vécu dans votre enfance dans un environnement familial apaisé ou violent. Je ne parle pas du tout d'ailleurs de richesse, là. Je ne parle que de climat général. Selon la vision que vous pouvez avoir du couple, tout ça évidemment peut avoir une première incidence. Ensuite, c'est vrai que au même titre qu'il est important de faire comprendre aux hommes, y compris de manière très ferme, qu'il y a des choses qui ne sont pas ni supportables ni acceptables et qu'elles doivent donc être condamnées, et on en a parlé depuis le début de notre entretien, autant moi je mets en garde les femmes qui s'engagent dans un militantisme qui en fait devient d'une certaine manière une approche anti-homme. Voilà. Et ça existe. Et parfois ça a des conséquences catastrophiques, en fait, parce que tous les hommes ne sont pas des machos violents et brutaux. Certains d'entre eux peuvent être de bonne foi. Ils peuvent même être victimes de femmes. C'est des choses qui existent. Et on est passé maintenant dans l'excès inverse, qui fait qu'aujourd'hui, une femme, pour certaines de ses militantes, est toujours infaillible et un homme est toujours coupable, avant même qu'on ait complètement regardé les choses. Donc vous avez des réputations d'hommes publics qui sont broyées sans aucune instruction, et cela peut avoir sur eux des conséquences absolument effroyables à tous égards, et donc parfois de manière très injuste. Vous avez un rapport de séduction entre l'homme et la femme qui s'est brutalement transformé, et me semble-t-il
dans des termes qui ne sont pas les bons, parce qu'aujourd'hui, vous avez des hommes qui ont tout simplement peur d'être dans des rapports de séduction, parce que ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller, ils peuvent craindre d'être piégés. Et donc, pour certains d'entre eux, il y a un phénomène d'inhibition qui n'est pas bon pour l'apaisement non plus de la société, et qui, encore une fois, n'a rien à voir avec les propos graveleux, le harcèlement sexuel qui est le pire qui soit, et autres comportements déviants, mais qui conduit à des inhibitions qui, me semble-t-il, ne sont pas bons pour la relation apaisée entre un homme et une femme. Donc tous ces éléments sont à prendre en ligne de compte. En tout cas, moi, mon message, il est que après cette phase de très grande mobilisation contre les agissements d'hommes déviants, il va falloir retrouver un nouvel équilibre. Voilà, parce que sinon ce sera trop de tensions supplémentaires là où justement on voudrait de l'apaisement. Voilà, et c'est probablement la feuille de route des prochaines années. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.